Gracias a ustedes por estar aquí esta noche para esta charla que nombramos de la idea del estreno, que tenemos la visita acá en Buenos Aires de Marie Lenoir y Thomas Quiardet, que ahora co-dirigen el festival Paris l'été, que Paris l'été quiere decir París en el verano. Quería agradecer también mucho la presencia de los equipos que trabajan en Orillas Nuevas, porque esta charla la programamos dentro del programa Orillas Nuevas, Nouveau Rivage, que es un programa de apoyo a las industrias culturales y creativas dedicado a los proyectos argentinos, que fueron seleccionados 31 proyectos este año y que están acompañados con mentorías. Y Marie y Tomás están viniendo acá para acompañar este proceso. Ahora estamos en este proceso, en pleno proceso de mentorías de los 31 proyectos y como también en proceso de internacionalización de algunos proyectos, que ese proceso de internacionalización pasa por un contacto, por establecer contacto con la escena internacional. Y estos últimos días recibimos la visita de cerca de 40 programadores de Francia, de las artes escénicas, directores, de escenas nacionales, de centro dramático, de festivales, que pudieron ver un montón de espectáculos en Buenos Aires y también algunos de los proyectos de Orillas Nuevas. Entonces, esta instancia para nosotros era una instancia de internacionalización por empezar a establecer contacto con esta escena internacional. Algunos están acá y también tenemos colegas que vienen del Ministerio de Cultura de París y del Ministerio de Asuntos Exteriores y colegas también de la red regional francesa en los países latinoamericanos, así que gracias por estar. Pensamos, quiero agradecer a Philippe por haber, también Philippe Ariano, el agregado cultural, por haber imaginado invitar a Marie Lenoir y Thomas Quiardet antes de imaginar que venían para el viaje de los programadores, porque desde el principio de Orillas Nuevas pensamos en ellos como los pensamos esta noche, es decir, en esta dupla de colaborativa entre un director artístico, un autor, un dramaturgo, un artista y una productora, alguien que lo acompaña en todo su desarrollo artístico hacia la producción hasta el estreno de una obra. Entonces, para Orillas nos parecía muy interesante esta dupla, también como en pos de que los proyectos puedan finalmente realizarse. Y entonces es por eso que esta noche estamos acá, para pensar eso de la idea al estreno. Y les quiero agradecer haberse quedado unos días más que esta semana intensa que acaban de atravesar y también de ver proyectos de Orillas Nuevas. Y bueno, espero que todas las charlas que tenemos en off puedan también plasmarse acá, que lo puedan disfrutar también de cómo se hace el arte. Mañana vamos a estar en Planta Inclán para una actividad muy diferente, que se llama ¿Por qué la gente cree que los artistas son vagos?, que vamos a desarrollar en el marco también de la Noche de las Ideas. Es una pregunta un poco... ¿qué? Pues yo diría agresiva, pero también es en el contexto que vive la Argentina y que los artistas siguen trabajando y creando, así que vamos a estar ahí. Solo para que sepan que las charlas después las pueden ver en YouTube, en el YouTube de Orillas Nuevas, que todas esas charlas que grabamos, la de Fred Sancerre, si no la vieron, la última,
que también participa un aporte a la profesionalización y a la estructuración del campo de las industrias culturales acá en Argentina. Y bueno, y por fin está el director de la Alianza Francesa ahí, Pascal Casanova, quiero agradecer por recibirnos y ustedes todos por estar acá. Perdón, j'ai été un peu longue, tenía muchos mensajes y les agradezco mucho la presencia. Así van a empezar, van a dialogar entre ellos dos, así los dejamos dialogar y después nosotros le preguntamos algunas cosas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons parler français parce qu'on ne parle pas espagnol. Merci beaucoup d'être là. Merci à l'ambassade de France, merci à l'Institut français, au programme Orillas Nuevas, à l'Alliance française de nous recevoir. On est très, très, très heureux d'être là. On a beaucoup de chance. 2 mois avant notre festival. Donc déjà, on va se présenter. Donc, je suis Marie Lenoir, co-directrice depuis une année du Festival Paris l'été, qui est un festival qui a lieu entre le 12 juillet et le 5 août, qui aura lieu en tout cas en 2025, dans Paris et en région Île-de-France. C'est un festival qui a 35 ans, qui a été créé en 90 et qui a l'originalité de se dérouler dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle habituels. Donc, ce n'est pas des théâtres, c'est plutôt des lieux, comme on dit, non dédiés. Donc, c'est des lieux soit du patrimoine, soit des lieux plus mystérieux, soit des lieux en plein air, etc. Donc, moi, dans mon expérience, j'ai travaillé pendant 20 ans pour des compagnies de théâtre et de différents arts. J'ai travaillé à la fois dans des structures de production et de diffusion d'artistes musicaux, circassiens, théâtre de rue, et dans des compagnies. Donc il y a effectivement ces 2 modèles, en France en tout cas, de structures qui, j'imagine que c'est pareil ici, des structures qui travaillent pour développer des artistes et des compagnies qui se développent elles-mêmes. Et donc, depuis 6 ans, on travaille ensemble avec Thomas, moi dans la compagnie 8 avril. J'ai arrêté il y a 3 semaines, mais on a travaillé pendant 6 ans et demi, moi en tant que directrice de production et de diffusion des spectacles de Thomas Chiardet. Et donc, ça consistait à faire développer les projets, donc les idées de spectacle de Thomas, comment à partir de ces envies, on peut les concrétiser pour les amener au plateau sur un temps long. Donc c'est ça dont on va vous parler aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, merci vraiment beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, je vais me présenter aussi. Je suis auteur, metteur en scène. Je suis aussi traducteur, je le fais moins maintenant, mais j'ai été traducteur, je suis encore traducteur du portugais du Brésil vers le français. Et donc tout ça, évidemment, oriente ma pratique depuis 20-25 ans. J'ai été en collectif, qui était basé à Limoges, un collectif artistique de théâtre. Puis après, j'ai créé ma compagnie tout seul, en lien administratif, qui est maintenant une compagnie basée à Paris. Ça fait une dizaine d'années que la compagnie 8 avril existe. Et voilà, après avoir travaillé pas mal d'auteurs, comme Valère Novarina, je me suis rendu compte aussi en préparant notre rencontre que j'avais travaillé sur 2 auteurs argentins. C'est pas que j'avais oublié, mais voilà, j'ai travaillé sur copie. J'ai monté 4 ou 5 textes de copie. Et notamment, j'ai fait des mises en scène de copie au Brésil aussi pour la première fois, avec l'aide de Philippe Ariano à l'époque. Et c'était un événement assez beau. On remercie parce qu'on est là grâce à Philippe. Donc merci. Et j'ai aussi monté un texte de Cortázar. J'ai fait une adaptation au Théâtre de la Colline des Autonautes de la Cosmoroute, qui est un texte que j'adore. Et je l'ai adapté au théâtre, donc je repensais à ça. J'avais un petit tropisme argentin. Et depuis une dizaine d'années, j'écris mes propres pièces. Et j'avoue que j'ai du mal maintenant à revenir à d'autres auteurs, parce que c'est tellement agréable et libre de pouvoir créer sa propre dramaturgie, que je m'y suis essayé petit à petit. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Voilà, et c'est vrai qu'avec Marie, on
on avait envie un peu de nouveaux défis après 20-25 ans de vie de compagnie. Et on a candidaté au Festival Paris l'été. Et donc voilà, une nouvelle aventure maintenant commence pour nous. Mais moi, je garde mon côté metteur en scène, je garde ma compagnie. Et on avait décidé avec Marie effectivement d'arrêter le côté compagnie pour pas être H24. 24 heures sur 24 ensemble. Bien s'aimer encore. Pour que notre duo puisse rebondir encore. Et aujourd'hui, l'idée, c'était un peu de faire comme une espèce de making-of, j'allais dire d'autopsie, mais c'est pas vrai parce qu'une autopsie, c'est sur un corps mort, et là, on est plutôt sur des idées vivantes qui se transforment et qui deviennent des spectacles. Donc, et ça nous a pas mal réinterrogé sur nos pratiques artistiques et aussi de production, sur comment un artiste a une idée, qu'elle soit en cinéma, qu'elle soit en théâtre, qu'elle soit en danse, et comment à un moment on a besoin de production pour qu'on puisse vous rencontrer. Voilà. Donc on va parler de ça. On va prendre. Donc avec Marie, on s'est rencontrés sur un spectacle qui était Ton père de Christophe Honoré. Alors Abel, tu peux passer la première photo. On s'est pas rencontrés sur le spectacle, sur l'idée du spectacle. Ouais, sur l'idée du spectacle. Alors c'est la prochaine photo. Mais qui n'est pas là. C'est pas grave. C'est un spectacle en quadrifrontal qui était une adaptation d'un film de Christophe Honoré. Donc on s'est rencontrés, c'est notre première production vraiment ensemble. Voilà, c'est celui-là. Et on va vous parler. Donc c'est un peu pour vous montrer des photos de la compagnie. Là, il n'y a pas de public, mais il y a du public tout autour en principe. Et on s'est rencontrés donc sur un spectacle qui s'appelle Une télévision française. Donc Abel, tu peux passer la prochaine photo, qui est vraiment la première production qu'on a faite ensemble de A à Z. Et je vais vous raconter comment le projet est né dans ma tête et comment Marie m'a aidé à le mettre en place. Donc l'idée, comment arrive une idée comment m'arrive une idée, comment elle passe le filtre de la réalisation. Parce que, bon, je vais vraiment parler de mon endroit, mais j'ai beaucoup d'idées de spectacles quand je me réveille le matin, quand je me promène, ou même j'ai beaucoup d'idées de spectacles quand je vois d'autres spectacles. Là, par exemple, j'ai passé une semaine avec des artistes, et en entendant des artistes, en voyant des spectacles, me sont venues des trilliards d'idées de spectacles en rebond. Et je suis toujours un peu étonné à toutes les idées qui meurent et celles qui résistent. Et celle-là, par exemple, elle en fait partie. Donc, c'est un spectacle. L'idée est venue, je pense, dans mon enfance. Je suis né en 1979 et en 1986-87, le gouvernement français a décidé de privatiser la première chaîne de télévision publique qui s'appelle TF1. C'est encore une chaîne très puissante et le gouvernement de Jacques Chirac à l'époque décide de privatiser cette chaîne publique. Et il y a eu beaucoup de manifestations à l'époque pour défendre la télévision publique. Et mes parents étaient abonnés à un journal qui avait titré « Le gouvernement a marché sur la une », avec un jeu de mots sur l'une et une. Et moi j'avais 7 ans, et ce jeu de mots m'avait vachement interpellé, intrigué, et mes parents partaient en manif. Donc moi je me disais, ils vont manifester pour la télé. Enfin, je ne comprenais pas vraiment le truc. Et cette chose, visiblement, est restée gravée en moi, puisque, 30 ans plus tard, un peu plus même, m'est venue l'idée de raconter l'histoire de cette privatisation. Je ne sais pas très très bien pourquoi, mais ça m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'étais petit. Et comme je voyais qu'il y avait énormément de chaînes privées qui naissaient en France, et notamment les premières chaînes aussi d'information continue, et que ces chaînes d'information continue avaient une incidence et une influence sur nos vies quotidiennes, sur nos manières de parler, sur nos préoccupations de français, j'ai rassemblé une idée politique qui me semblait importante de décortiquer et une idée intime qui m'était arrivée à l'âge de 7-8 ans. Et donc, honnêtement, faire un spectacle sur la privatisation de TF1, c'est un peu étrange, c'est vieux, c'est une histoire passée, la France est passée à autre chose. Donc, j'avais un peu la trouille en moi de me dire, bon, j'ai ce projet,
j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment m'intéresser. Et j'avais plusieurs idées qui étaient à la fois travailler les coulisses de l'information, retravailler les vieux génériques, repasser par les événements historiques qui avaient marqué l'histoire de l'information de la France. Mais j'avais des doutes en moi, quoi. C'est-à-dire, qui ça peut bien intéresser à part moi. Et donc, quand j'ai une idée, je la donne pas tout de suite. Je traîne, je la garde longtemps, je commence à chercher des choses, je vois si ça peut s'étoffer, s'il y a d'autres idées derrière. Et en regardant des vieux JT, des vieux journaux télévisés de la chaîne TF1, je me suis replongé dans une époque. Une époque qui me parlait énormément de la période actuelle, avec d'autres mots. Les journaux prenaient d'autres temps pour parler des sujets. En 1987, par exemple, ou 86, TF1, le journal de TF1 de 20h, qui est vraiment le journal le plus puissant de France, le plus regardé, ouvre sur la mort de la philosophe Simone de Beauvoir. Et ils font 20 minutes d'antenne sur la mort de Simone de Beauvoir. Et je me dis, bon, bah, c'est atypique. En 2024-2022, c'est impossible. TF1 n'ouvrirait plus jamais sur la mort d'un philosophe pendant 20 minutes, quoi. Et donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Et donc voilà, j'accumule un peu des confirmations que mon idée est intéressante, mais elle est encore beaucoup en moi. Elle n'est pas sortie de ma bouche. Je n'ai appelé aucun acteur, je n'ai pas parlé à la production. Et ce qui va faire, à un moment, que le projet va avoir lieu pour moi, c'est quand, pour la première fois, je décide d'en parler à la production, à l'équipe de ma compagnie. Et je leur dis, je crois que j'ai une idée. C'est peut-être un peu foireux, c'est peut-être un peu étrange, et je dis un petit peu tout ce que je viens de vous raconter. Et qu'est-ce que ça te fait? Là, il se trouve que c'est un exemple très particulier et très beau. Donc, je rencontre Thomas, on se prend un café, on est beaucoup sollicité par plein d'artistes et tout ça. Je rencontre ce Thomas dont j'avais jamais vu le travail et il me parle de cette idée d'une télévision française. Et là, je lui dis, c'est fou. Mon papa était journaliste à TF1 et en 87, au moment de la privatisation, il a été mis au placard. Et moi, j'avais 8 ans. Donc, c'est une histoire que j'avais entendue de mon enfance et qui faisait vraiment partie de ma vie. Donc, évidemment, ce sujet m'a touchée. Et c'est en général le point de départ des rencontres sur les projets avec les artistes et sur les projets. C'est toujours des projets qui me touchent et que j'ai envie de défendre. Sinon, on ne peut rien faire. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis là, du coup, tout s'est mis en place. Et c'est un processus très long qui nous a pris 3 ans pour monter une production d'un spectacle avec 15 personnes en tournée, 12 personnes au plateau, 20 personnes en création, c'est-à-dire au moment de tout le temps de répétition avec l'équipe technique, la scénographie, etc. Donc le plus gros projet pour moi, j'avais jamais monté un projet aussi gros. Il fallait trouver des financements, il fallait trouver des lieux partenaires, des théâtres, etc. Donc là, l'échange a commencé. On s'est rencontrés en 2018 et le spectacle est sorti en 2022. Donc peut-être là dire un peu chaque étape de comment on a travaillé pour arriver à ça. Donc la première chose, c'est je peux m'écrire quelques lignes pour que moi je puisse en parler aux autres. C'est le démarrage de tout. Et puis après se succèdent différentes phases, complications entre nous de comment verbaliser, comment en parler, comment donner envie. Et là, tout mon métier commence. Et donc pour moi, le nœud qui est toujours très difficile en tant qu'artiste, en tout cas pour moi, c'est là être à l'aise à la parole, pouvoir parler d'un projet, embarquer les gens en parlant. Pour moi, en tout cas, c'est assez facile. Et puis à un moment, Marie me dit effectivement ce qu'elle vient de dire, pour que j'en parle à d'autres programmateurs, pour trouver des sous, pour trouver des subventions, il faut que tu écrives un satané dossier. Alors là, c'est très difficile parce que c'est pas artistique, c'est pas écrire un texte, c'est mettre sur un dossier toute mon envie et tout ce que je pense être juste pour le spectacle, en dosant mon envie, mon désir, mais en donnant envie à l'autre aussi, en étant clair. Et c'est extrêmement compliqué de s'adresser à l'autre en étant clair quand on n'a pas le projet fini. Maintenant, le spectacle, je vous en parle très très bien, mais à l'époque, c'était nébuleux. Combien de temps ça va durer? Moi, je voulais une espèce de grande fresque
combien il y a de personnes au plateau. J'avais l'impression qu'il allait avoir une centaine de personnages. Et d'ailleurs, au final, il y en a 80. Et donc, on se retrouve artiste confronté à quelque chose qui est de rendre le projet concret, le faire avancer pour que une bouteille à la mer soit lancée et que le programmateur ou la personne qui subventionne, ou même vous, l'équipe de production, soit embarquée dans l'histoire. Et c'est très très difficile. Parce que il faut qu'on fasse un résumé, il faut qu'on pense au décor, il faut déjà que ce soit super concret. Et donc pour moi, c'est un moment toujours de grand vide. C'est même presque pire qu'écrire la fiction, parce que je vous disais, c'est pas des mots artistiques. Donc il y a une espèce de... je traîne toujours pour m'y mettre, il y a toujours une flemme, je procrastine énormément, enfin bon. Mais le dossier artistique, c'est toujours la chose aussi qui va, même s'il est très difficile à sortir, qui va ancrer le projet. Et le projet va toujours être très différent à la fin de l'écriture du dossier, de ce qu'il a été pensé dans ma tête. Et ça, c'est toujours des moments où je suis sûr que le projet va avancer en écrivant ce dossier, qui va me permettre de le cadrer, de le cadrer aussi en envie. Par exemple, typiquement, à quel moment je commence cette histoire de TF1 ? Est-ce que je la commence en 1950, quand la chaîne a été créée, ou est-ce que je la commence direct à la privatisation, ou est-ce que je la commence après ? Et je commence en fait mon projet d'écriture à partir de ce moment-là. Et après arrivent les premières réunions de production avec toi. Et toi, du coup, tu me poses, vas-y, qu'est-ce que tu me poses comme question ? Là, c'est combien de personnes ? En fait, déjà, c'est faire un budget. Donc, il y a plein de questions sur quel costume, quel temps de travail, quelle équipe, avec quelle équipe tu veux t'entourer. Est-ce qu'il y a une scénographie ? Est-ce qu'il y a un décor ? C'est toutes des choses très concrètes dont Thomas n'a même pas idée à cette étape-là, mais qui sont indispensables pour se projeter et pour monter toute la prod et en parler aux autres. Donc là, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que petit à petit, à deux, le projet se construit en fait, et que cet aller-retour, ce ping-pong, il est très très positif. Donc là, les étapes, c'est donc de faire un rétro-planning. C'est un peu technique, hein, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est avoir un planning et trouver des lieux de travail. C'est la première étape, c'est trouver des endroits pour répéter. Donc, appeler le petit cercle de gens qu'on connaît, même s'il y en a 3, qu'il y en a 3 ou il y en a 15, mais commencer par des gens qui s'intéressent soit au sujet, soit au travail de Thomas. Voilà, faire des liens et cibler au maximum pour commencer à élargir petit à petit, faire des rendez-vous avec des gens qu'on identifie. C'est un travail très précis, très besogneux de ciblage. Et puis, une fois qu'on trouve un lieu où on peut répéter, là, tout commence. Donc là, en l'occurrence, sur une télévision, il y avait 8 semaines de répétition à trouver. Donc, évidemment, monter des plannings avec une équipe de 20 personnes, c'est tout un truc. Trouver des lieux qui sont pratiques, qui sont à côté, qui sont à Paris, qui sont libres, à des moments où il n'y a pas de spectacle, tout ça, voilà, ça prend pas mal de temps. Et puis, une fois qu'on trouve ça, on arrive à l'étape des répétitions. En général, c'est la saison d'après, l'année d'après. Quand on y est, donc il y a plusieurs étapes. Il y a les étapes de laboratoire où tu défriches, où tu improvises, où c'est vraiment plus de la recherche. Tu n'as pas besoin de technique au départ. Peut-être aussi ce qui n'a pas facilité la tâche de Marie et de la production dans ce spectacle-là, je peux peut-être le raconter, c'est que je suis un peu partie en n'importe quoi. J'ai écrit, je pense, 18 heures de pièces. Et je vous ai dit, il y avait une centaine de personnages. Et donc, effectivement, là, il y avait un va-et-vient, un peu une tension juste, une tension intéressante, quoi, entre la production et mon envie artistique. Tu ne l'as jamais dit que tu allais écrire 18 heures de pièces, sinon je serais partie en courant. Non, mais parce qu'en fait, j'avais énormément d'archives, parce que ça venait pas forcément de mon imaginaire, mais j'avais énormément de JT, d'interviews, d'archives. Par exemple, il y avait toute une séquence sur la centrale nucléaire de Tchernobyl, il y avait toute une séquence sur la chute de l'URSS avec Gorbatchev, il y avait des séquences, par exemple, sur ce qui s'est passé avec le sida en France, et en fait, je suis rentré à fond dans les sujets, moi. Et donc, mais c'était du délire, hein. Je retranscrivais les journaux, enfin, c'était un tout petit peu, j'étais un petit peu obnubilé, mais parce que je trouvais que ça parlait tellement de notre époque de maintenant, que je suis vraiment, enfin, j'allais à la Bibliothèque nationale de France, où il y a toutes les archives de TF1, et je faisais que ça, j'écoutais, je retranscrivais. Et j'avais quand même une pièce un peu obèse,
un peu grosse, quoi. Et du coup, moi, je savais pas au final aussi combien, comme tout ça, comme Marie le raconte. Vas-y, pardon. Tu voulais dire quelque chose? Comme Marie raconte que ça avance un peu en même temps, faut trouver de l'argent pendant que j'avance. Et je savais vraiment pas si c'était un projet pour 20 personnes ou 18 ou 12. Et je pense qu'en fait, en va-et-vient, on a trouvé un équilibre avec 12 acteurs, 12 actrices, enfin moitié-moitié, mais ça s'est vraiment fait un peu sur le fil, en fait. À un moment, j'ai aussi énormément coupé et j'ai vu que plusieurs acteurs, actrices pouvaient jouer plusieurs personnages. Et ça a influencé l'esthétique du spectacle. Au départ, ça, les contraintes de production en fait influencent ton travail et sont finalement positives. C'est-à-dire qu'au début, pour toi, c'est assez angoissant. Mais en fait, ça ne tournera pas si on est 25, que ça dure 5 heures, que c'est très cher, il ne se passera rien. Donc, comme tu n'es pas fou, en général, on discute et ça te fait avancer. Et artistiquement, c'est intéressant. En fait, c'est un petit peu comme le dossier de production, c'est-à-dire que c'est les réunions de production où Marie me met en face du réel, c'est toujours très dur. Parce que, alors ça va durer combien de temps? C'est vrai, c'est des questions que tu me poses. Je ne sais pas. Il y a combien de personnes au plateau? J'en sais rien. Bon, et du coup, ça me tend un petit peu à l'intérieur, c'est jamais très agréable parce qu'il faut que je donne des réponses que je n'ai pas. Alors des fois, je mens. Des fois, j'invente un peu. Des fois, je suis un peu sec, mais j'avoue que je sors toujours de ces réunions en ayant conscience de ce qui se passe pour la production et que j'essaye de répondre aux questions, mais pas, j'y réponds jamais, je crois, sur le moment. C'est tout le temps par esprit d'escalier ou parce que j'ai entendu une question de prod importante que j'arrive à la résoudre quelques semaines plus tard, quoi. En fait, moi, je me fais l'écho des retours des professionnels, que ce soit des potentiels financeurs, lieux, théâtre, etc., festivals. Tout le monde a des questions hyper concrètes de, évidemment, l'idée de Thomas est intéressante, mais qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la forme? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, là, justement, en faisant notre mentorat et en regardant tous les projets à l'étape de projet. C'est, en fait, qu'est-ce que le public va recevoir réellement? C'est toujours des sujets intéressants, mais on peut en faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, on a besoin de rentrer dans des cases, et c'est dur, et de dire, oui, c'est du théâtre, c'est une écriture de Thomas qui durera 3 heures maximum, mais il y aura un entracte. Il faut rentrer dans des détails comme ça, parce que sinon, on n'est pas programmé. Et moi, ça, j'adore, en fait, parce que c'est vraiment cet échange tout le temps. Et après, peut-être plus pour parler de ma partie, dont je parle jamais, mais tu disais hier que c'était intéressant que j'en parle, donc j'en parle. Parce que je disais à Marie, parce qu'elle disait, mais ça va intéresser personne, la tambouille. Moi, j'ai dit, mais on vous entend jamais. Moi, en tant qu'artiste, je prends tout le temps la parole et je te donne des interviews, mais vous, on vous entend jamais. La production, le concret, la diffusion, vous donnez... Parce que, alors j'ai dit à Marie, mais on a eu un fou rire, pourquoi tu fais ça? Et du coup, tu peux... Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Et du coup, c'était une petite psychanalyse en préparant le débat. J'ai réalisé que je voulais être sage-femme, mais que j'étais nulle en sciences et que là, j'accouchais les créations des artistes. On a rigolé. Mais pour de vrai... Ceci dit, c'est intéressant parce que oui. t'as dit, c'est fou. Oui. T'avais jamais fait le lien quand même avant hier. Non, j'avais jamais fait le lien, c'est vrai. Que tu voulais être sage-femme. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui me plaît dans ce travail, qui est un travail hyper pénible parce qu'en fait, on passe son temps, on a l'impression qu'on dérange, on a l'impression qu'on ennuie tout le monde, qu'on insiste, qu'on peut aller jusqu'à harceler les lieux. Enfin. Parce qu'en fait, tu es peut-être pris dans un truc aussi où tu dois, moi, me harceler pour avoir des réponses concrètes à qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu veux faire. Plus... Et on me dit, ça coûte combien? Donc, effectivement, j'adore être le lien. C'est vraiment du relationnel, en fait. C'est des projets auxquels je crois très fort, qui, pour moi, ont du sens aujourd'hui. Et donc, j'ai envie que tout le monde en entende parler, que tout le monde le diffuse. Et donc, j'en parle. Après, comment faire ça? Parce qu'il ne faut pas saouler, faut trouver le bon endroit dans la relation avec les partenaires potentiels pour leur donner envie sans trop en dire, mais en même temps, ne pas se faire oublier, être régulièrement présent, les inviter 1 fois, 2 fois, 3 fois, ne pas lâcher, en fait, jamais lâcher. Et c'est vrai que ça, j'adore parce qu'après, on a des petites victoires, c'est des petits challenges de ça y est, en fait, celui-là, il vient. Et quand il vient, il aime. Et quand il aime, il achète parfois.
Et donc ça se construit comme ça, petit à petit, avec des couches qui s'ajoutent et qui font que le projet se monte sur un temps long, c'est vrai. C'est pas en 1 an, c'est en 3 ans que petit à petit tout se construit jusqu'au moment où on trouve un lieu qui nous dit banco, j'y vais. Et là, c'est encore une autre étape. Mais ce que je voudrais pas faire croire quand même, c'est que ton travail, c'est, enfin, en tout cas dans mon cas, c'est tu me casses mon délire pour me mettre dans le réel. C'est-à-dire que dans mon cas, et je pense que c'est pour d'autres artistes, c'est la même chose. C'est pas la posture, c'est pas je voudrais partir sur la lune et Marie qui me dit combien, comment, où ça quoi. C'est pas ça. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, on est confrontés à ça, c'est le doute personnel. La faille, on se dit ça va jamais intéresser personne. La question du désir et de l'ego, elle est hyper importante dans ces métiers-là. Et la première racine, quand j'ai une idée comme TF1 ou comme l'autre idée dont on va vous parler après, c'est ça va intéresser personne, ni les programmateurs ni le public. C'est la privatisation de TF1 dans les années 80. What. Donc je suis plutôt en mode à me dire moi tant pis, ça va intéresser personne. Ce projet, je vais le faire dans mon salon. Ça va être du théâtre d'appartement, je vais faire ça sans argent, c'est pas grave, ça va être chouette. Et du coup, le fait d'en parler à Marie et à l'équipe de production, parce qu'on était une équipe à l'époque, c'est de se dire, bon, ok, ton projet il est intéressant, on va le mettre en place. Mais il faut de la thune, il faut que tu sois payé, il faut que tu aies des acteurs, il faut qu'il y ait des décors, t'es d'accord. Parce que sinon, moi, je ferais toujours du théâtre dans une cave, quoi. C'est plus pratique, comme ça, on dérange personne et bon, c'est pas si vrai évidemment, c'est ambigu, c'est paradoxal, mais elle me sort un peu de mon terrier en me montant des productions quand même. Là, par exemple, cette semaine, on était entouré de 30 programmateurs, programmatrices français à qui je voyais le potentiel de diffusion pour Thomas, de tous ces gens qu'il rencontrait et il ne disait rien. Non, je ne suis pas artiste. Et moi, j'étais là, mais bon, je ne travaillais plus pour lui, donc je n'ai rien dit. Il m'a demandé à un moment le tarif pour Philippe Ariano d'un spectacle. Mais c'est vrai que le positionnement de l'artiste, j'ai l'impression que c'est compliqué de se vendre. J'ai l'impression. Voilà, c'est dur. Et même quand Marie ou moi, parce que maintenant je commence à connaître les gens évidemment, on arrive à décrocher des rendez-vous avec des programmateurs, des programmatrices. Il y a, avant de commencer à parler de son projet, il y a vraiment une racine de doute, comme je l'ai dit, et du coup qui amène de la flemme en fait. C'est-à-dire, est-ce que l'autre va m'entendre? Est-ce que je vais l'intéresser? Et c'est très difficile comme ça de susciter le désir chez quelqu'un dans un café pour parler d'un projet qui n'existe pas encore, qu'on a dans la tête, parce qu'on a mal dormi ou parce qu'on est angoissé, on va très mal en parler. Enfin. Et puis, il suffit que la personne... Enfin, c'est vraiment de la rencontre, quoi. C'est tellement... Et il y a de l'enjeu, parce que si la personne aime, elle peut coproduire, acheter, et derrière moi, il y a une équipe de 20 personnes, comme vous l'a dit Marie, donc il y a des enjeux. Mais des fois, la rencontre, elle n'a pas lieu, parce qu'il pleut, parce que la personne, elle est arrivée à la bourre, et qu'elle a la flemme d'écouter, ou parce que sa fille est malade, et que la personne n'arrête pas de regarder son portable, quoi. Et hop, le rendez-vous est foiré, etc. Et comme on ne sait jamais si la personne va être à fond ou regarder son portable pendant tout le rendez-vous, les débuts de rendez-vous sont super compliqués pour savoir où est l'autre, le jauger, est-ce que la rencontre va avoir lieu. Et bon. Et ça, moi, je m'en fous complètement. Toutes ces questions-là, c'est vrai que je pense que c'est là où, du coup, c'est intéressant d'avoir une autre personne. C'est que moi, ça glisse. Enfin, je parle pas de moi, donc je parle de lui. Donc, en fait, c'est plus simple. Je suis pas dans ces questions-là. Et comme je trouve le projet intéressant, en général, les gens sont intéressés. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais répondre Non, mais si, parce que je t'ai interrogé aussi hier sur un truc qui me fascine un peu aussi chez toi et chez ce genre de boulot. C'est que nous, évidemment, on est stressé à la première, enfin, on est stressé tout le temps. Et je lui demandais, pour la première fois, on a parlé de ça hier en préparant, mais toi, les jours de première, t'es comment? Elle est hyper zen. Parce que je bosse avec des bons metteurs en scène. Sinon, je serais pas pareil. Non, mais en général, oui. En fait, c'est ça que je voulais dire. Du coup, tu fais le lien. C'est que tout ne dépend pas de l'artiste. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que souvent, si tu fais un rendez-vous et que la personne n'est pas intéressée, si moi j'appelle des gens,
3 fois, 4 fois que je laisse des mails, des messages et qu'on ne me répond pas, c'est pas forcément parce que les gens ne s'intéressent pas au projet ou parce que son projet est nul, et c'est souvent d'autres raisons. Et donc je prends jamais les choses personnellement parce que voilà, les directeurs, directrices de lieux sont sursollicités. Certains gros lieux, scènes nationales, qui sont des scènes financées en partie par l'État, etc., qui reçoivent 200 à 300 mails par jour. Évidemment qu'il faut peut-être parfois 1 an pour qu'ils commencent à comprendre qui on est, ce qu'on fait. Donc je le prends jamais personnellement. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie force de ce binôme prod-artiste, parce que moi, si on me répond pas, c'est qu'on m'aime pas. Voilà, c'est ça, enfin direct, je suis en égo parano total, quoi. Si la personne est partie très vite du spectacle, c'est parce qu'elle a détesté, que mon spectacle est une merde. Donc, mais du coup, Marie me dit, mais non, mais arrête d'en faire une affaire personnelle, en fait. La personne, au pire, elle a pas aimé, bon, bah, voilà, c'est pas grave. Mais, et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, ça m'est arrivé, une personne qui m'avait déjà programmé, je lui envoie un mail pour mon nouveau spectacle, la personne ne me répond pas. Bon, bah, c'est qu'elle me déteste, c'est qu'elle s'est mise à me détester. Et en fait, bah, 1 an plus tard, je rencontre cette même personne qui me dit, ah, Thomas, désolé, je voulais te répondre, j'ai pas eu le temps. Et moi, pendant ce temps, je ruminais que la personne me détestait, alors que juste la personne a zappé et qu'il n'y a pas d'enjeu. Et toi, tu arrives toi et les personnes qui font bien ce métier, quoi, à détendre l'enjeu, quoi. C'est pas grave. Voilà. Hein, c'est bien, on se fait une petite, un petit point sur nous. Non, est-ce que tu veux qu'on parle dans l'Addicto ou est-ce qu'il y a d'autres choses avant sur notre procédure, peut-être Non, mais c'est vrai. Et après, il faut dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas toutes les compagnies aussi, malheureusement, qui peuvent en France rémunérer aussi des chargés de diffusion, des chargés de production. Il y a différents modèles. Là, il se trouve que nous, la compagnie Thomas, c'est une compagnie conventionnée qui est soutenue, financée par l'État sur des durées de 3 ans renouvelables. Donc, c'est très confortable à cet endroit parce que je suis rémunérée pour le travail que je fais. Par contre, j'ai travaillé aussi avec beaucoup de compagnies émergentes, comme on dit. C'est des compagnies qui commencent à se structurer, qui n'ont pas encore de financement. Et là, c'est un autre modèle où on est payé plutôt à la commission. Alors, ça existe, j'imagine ici. En tout cas, c'est voilà, quand on trouve un financement, on se paye, si on en trouve. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas payé tout le temps. Et il y a plusieurs modèles, en fait, selon les structures, mais c'est vrai que voilà. Et on va peut-être vous parler parce que ce projet-là, une télévision française, on a mis du temps à le constituer, ça a duré longtemps, comme on vous a expliqué. On va peut-être vous parler d'une autre énergie, qui est le projet un peu, pas pirate, parce qu'il a été financé, mais un projet que j'avais besoin de faire en très très peu de temps. Et comment Marie m'a aidé aussi. Donc, Abel, on peut passer l'autre projet qui s'appelle En Addicto. Et en fait, c'est un projet où moi, j'ai une formation d'acteur, mais j'ai jamais aimé ça, être acteur. Donc, je me suis tout de suite orientée vers la mise en scène. Et il y a 3 ans, le Festival d'automne à Paris m'a proposé de faire une résidence en milieu hospitalier. Ils ont proposé ça à 5 artistes, dont moi, et c'était vraiment faire une résidence de temps long en hôpital. Et on pouvait choisir son service. Donc il y avait le service gériatrie, il y avait le service soins palliatifs, enfin, il y avait tous les services imaginables. Et l'idée, c'était un temps long, des rencontres entre un artiste et un service avec les soignants et les patients, quoi. Et on voit ce qui se passe. Il n'y avait aucune obligation de résultat, de spectacle, mais moi j'ai fait des ateliers d'écriture, j'ai fait venir des spectacles aussi de la compagnie au sein de l'hôpital. Il y avait un peu carte blanche. Et moi, j'ai vraiment pris le truc à bras-le-corps. Je suis allé dans un service d'addictologie, donc qui soignait des patients atteints d'addiction à l'alcool, au sexe et à la cocaïne. Et donc voilà, tout était inventé. Et je suis resté 6 mois dans ce service. J'y allais 2 fois par semaine. Et comme je disais, il n'y avait absolument aucune obligation de spectacle, quoi. Mais c'était vraiment se faire rencontrer l'art et l'hôpital. Et ce qui s'est passé là-bas a été tellement bouleversant pour moi, parce que moi, j'ai jamais eu trop de rapport à l'hôpital, heureusement. Donc, je suis devenu un peu le bon pote du service, l'ami confident.
Donc j'ai récolté énormément de confidences des patients addicts et aussi des soignants. Et j'ai observé, comme un documentariste, la vie de ce service pendant 6 mois et comment on soigne une addiction. Et puis, j'arrivais à la fin de ma résidence, tranquillement. Ça s'était bien passé. Et bon, je ne vais pas vous raconter la résidence, mais à un moment, il s'est passé un événement dans cette résidence que je ne vais pas vous raconter. Si jamais un jour vous voyez le spectacle, ce que je souhaite. Et un événement très fort qui m'a bouleversé et qui m'a fait la nécessité très forte de créer un spectacle sur cette expérience en addictologie. Et du coup, là, c'était pas du tout le même fonctionnement de l'idée comme TF1 où je mets du temps à l'élaborer. J'ai appelé Marie et Fanny et Maëlle qui travaillaient à l'époque avec moi et j'ai dit bon, il vient de se passer ça à l'hôpital, on était sur la fin de la résidence, j'ai aucune obligation d'en faire un spectacle, mais je vais en faire un spectacle parce qu'il faut que je raconte cette histoire et je vais la raconter moi-même. En sachant qu'on était en tournée avec une télévision française et que tu voulais monter un spectacle sur Mylène Farmer. Chanteuse française. Et on commençait déjà à démarcher pour la prochaine production. Mais là, c'était un projet nécessaire, immédiat, qu'il fallait monter en 1 an. Donc c'est un autre modèle. Mais alors pourquoi c'était possible? C'est parce qu'il était tout seul. On n'est quand même pas taré. Donc effectivement, c'était un solo. Donc plus simple quelque part de trouver des partenaires parce que c'était un beaucoup plus petit budget et qu'on avait quand même un partenaire solide. En fait, dans tous les modèles, à partir du moment où il y a une personne qui croit en notre projet, tout peut se construire. C'est toujours la première personne qui est... Et là, on avait beaucoup de chance, c'était le festival d'automne, donc voilà, un gros partenaire, mais du coup, ça nous a aidé à lancer la prod et aujourd'hui, c'est un spectacle qui tourne toujours, qui tourne à la fois dans des théâtres, comme sur des petites scènes, mais qui peut tourner chez l'habitant, qui peut tourner à l'hôpital, qui peut tourner vraiment partout. Et c'est ça sa force, c'est que c'était un projet un peu pirate, mais en même temps hyper adaptable. Ouais. Et c'est vrai aussi que dans l'équipe production, avec toutes les personnes qui accompagnent les artistes, ce qui était très important sur ce projet, c'était que j'étais vraiment dans un état... c'était très émotionnel avec ce qui s'était passé à l'hôpital. Je revenais sur scène après ne pas avoir joué pendant presque 20 ans, donc je me remettais un peu dans des habits d'acteur alors que je ne le faisais plus, et que là, je ne pouvais pas être, moi, au four et au moulin, c'est-à-dire d'aller parler aux professionnels pour parler de ce projet, parce que j'étais dans l'écriture et surtout après dans l'apprentissage du texte, et que c'était extrêmement difficile. C'est 1h15 de texte que je joue, et j'ai eu énormément de problèmes de mémoire, pour tout vous raconter, parce que ça faisait 20 ans que j'avais pas entraîné ma mémoire, en fait, quoi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où Marie a trouvé des dates de première, parce que c'est ça qu'on vous a pas dit, c'est que dans les étapes, il y a le dossier de production, la recherche de production, le visuel, etc. Mais quand on sent qu'il y a un partenaire qui nous dit « Ok, ça m'intéresse, je pourrais accueillir la première », le fait d'avoir une première quelque part, ça pose énormément de projets. Parce qu'on se dit, au pire, je le jouerai 2 fois, 3 fois, 1 fois quelque part, mais ça va exister. Et ça, pour moi, en tant qu'artiste, c'est super important d'avoir des accompagnements avec quelqu'un, un directeur, directrice de théâtre qui s'engage sur la première, qui me dit, j'ai envie que tu viennes dans mon théâtre en premier. Et après, toute la tournée se construit, ça c'est super important quand même, en prod, parce que ça ancre le projet. Et en tant qu'artiste, moi, ça y est, je me dis, ça y est, on l'a. Même si on n'est pas payé, si on n'a pas fini la production, c'est quelque chose qui va exister. Et donc, c'est vrai que je vous ai laissé vachement quand même bosser la prod un peu sans moi pour que je puisse écrire, apprendre le texte. Et là, on était un peu plus inquiète parce qu'on ne savait pas si tu allais bien jouer. Tu t'en es bien sorti. Ouais. Non, c'était un projet très dur, autre, mais très difficile parce que j'étais sur scène pendant 1h15. Et bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je joue depuis 2 ans. Mais, voilà. Et ce qu'on peut peut-être vous dire avant peut-être de vous poser, si vous avez des questions à nous poser, c'est que maintenant, ce qui est super beau dans tout ça, c'est qu'on est, mine de rien, à un autre endroit, puisque maintenant, en tant que directeur et directrice du festival, on entend les artistes qui viennent nous parler de projets. Et je trouve ça hyper important qu'on vienne des compagnies parce qu'on a justement toute cette connaissance de ce chemin, des difficultés des parcours et voilà, de ce terrain-là.
Donc on essaye, alors on en reparlera dans 2 ans, on essaye de répondre aux gens, on essaye d'être à l'écoute, voilà, c'est une vraie discipline, c'est pas simple parce que ça y est, on commence à être nous aussi hyper sollicités, et voilà, on rentre dans le truc, mais on a cette vigilance, quoi. Même quand ça nous intéresse pas, on le dit, enfin, on essaie de dire les choses clairement, simplement, juste 2 mots, mais au moins répondre aux gens. Bon voilà, c'est... Et ce qui est très beau, c'est que maintenant je vois dans les yeux de mes collègues artistes leurs doutes. Quand on pose une question, et du coup, t'as pensé à ton décor? Ça va être quoi ton décor sur ce spectacle? Je vois dans les yeux que la personne n'est pas du tout prête, parce que je l'ai vécu tellement de fois. Et ce petit bluff, ce petit truc où il faut y aller. Ouh là là, qu'est-ce que je vais lui raconter? C'est un peu schizo pour toi. Ouais, mais j'aime bien parce que voilà, il y a une petite connivence qui se crée et en général, j'insiste pas. T'es sûr que ce sera rouge ton costume? Voilà, je vois les zones de doute et de trouble et alors je laisse, je me dis, je vais pas insister. Il en est pas là ou elle en est pas là, quoi. Vous pouvez nous poser des petites questions si vous avez envie, si vous voulez qu'on poursuive sur certaines choses. Je sais pas où on en est là du temps. On a encore un peu de temps, tranquille. Voilà, s'il y a des questions sur les spectacles, sur Paris Été. Non, on a parlé d'un addicto et de. Est-ce que tu veux parler de la suite, toi, de pourquoi aujourd'hui aussi tu pars sur Mylène, pourquoi tu restructures les choses? Oui, bah, je vais vous parler du 3e spectacle. Alors ça, oui, ça on n'avait pas prévu, mais ça peut être intéressant parce qu'il n'est pas encore prêt. Donc après tout ça, après l'addicto, après mon expérience en addictologie et avec le spectacle en addicto, j'ai éprouvé le besoin d'un spectacle solaire, d'un spectacle chanté, d'un spectacle joyeux. Et donc je pars sur l'exploration de ce que c'est qu'être fan d'un chanteur ou d'une chanteuse. Qu'est-ce que c'est qu'aimer follement quelqu'un, surtout au moment de l'adolescence. Et donc j'ai pris une figure qui est très connue en France, qui s'appelle Mylène Farmer, et qui suscite chez ses fans énormément d'adoration, de passion. Moi-même, j'étais fan de Mylène Farmer quand j'étais ado, et donc c'est un spectacle qui va parler de la formation de nos imaginaires par la chanson populaire. C'est un hommage à la chanson populaire. Moi, mon parti pris, c'est de dire que sans chanson populaire, sans chansons faciles à écouter, on se serait déjà tous entretués. Parce que je crois que les chansons populaires nous servent soit à danser quand on est joyeux, soit à pleurer quand on est triste. Et c'est exactement le cas de Mylène. C'est très dark, triste, très un peu gothique, très église, cathédrale, cimetière, et en même temps hyper lumineux, hyper paillette aussi à plein d'endroits. Donc cet adolescent qui s'appelle, qui est le fil rouge de mon spectacle, il oscille comme ça entre joie et profondeur. Et c'est un spectacle, là, pour le coup aussi, en termes de prod et d'idées, qui a tellement changé Au début, ça devait être un concert limite. Il envisageait Bercy. Bercy, c'est une grande salle de spectacle à Paris. Il me disait, ce sera la scénographie de Bercy. Les coulisses de Bercy, on verra Mylène qui sortira, tu te souviens? Qui sortira du plateau. On avait même visité des théâtres à Saint-Quentin-en-Yvelines et les directeurs techniques étaient super emballés parce qu'ils allaient avoir enfin la machinerie du théâtre et tout ça. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est un ado dans une chambre. Donc voilà, l'évolution en 3 ans, c'est un fan dans sa chambre. Mais c'est aussi pour des questions de production. C'est-à-dire que j'ai galéré à trouver l'actrice qui allait incarner Mylène Farmer, en fait. J'ai cherché, j'avais une actrice super qui est Laure Calamy, on a vachement discuté et on a cru que ça allait pouvoir le faire pour des raisons de planning, ça l'a pas fait. Donc après, j'ai eu cette déception-là, j'ai cherché d'autres actrices, finalement je trouvais pas d'actrice. Et comme je suis du genre à pas m'entêter, en fait je suis plutôt du genre aussi à me dire, bon bah si ça résiste, si la prod résiste, s'il y a un truc qui marche pas, faut faire autre chose, quoi. Et donc je me suis dit, si je trouve pas de Mylène Farmer, c'est qu'il faut pas qu'elle soit sur le plateau. Donc en fait, c'est devenu une figure complètement absente. On attend Mylène comme on attendrait Godot. Je sais pas quel serait l'équivalent de Mylène Farmer ici. Ce serait un peu je sais pas. Au Brésil, ce serait un peu une notoriété du type Daniela Mercouri, vous voyez, qui a été hyper connue dans les années 80-90,
puis maintenant elle est encore connue, mais enfin, c'est pas terrible comme exemple, mais j'ai pas une espèce de figure qui fait une espèce de Madonna française, en fait, c'est un peu ça. Qui remplit des stades. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, à un moment, je me suis dit, il n'y a pas de Mylène Farmer, je trouve pas d'actrice, bah, il y aura un projet sans Mylène, quoi. En fait, c'est ça aussi parfois des fois il y a des petits hiatus entre prod et artiste, c'est-à-dire qu'au fond de mon cœur, moi je sais que si je trouve pas d'argent et de théâtre, je ferai quand même le projet à un endroit quelque part, quoi. Et vous, des fois, c'est vrai que vous me sollicitez vachement sur faut trouver de l'argent, faut trouver de l'argent, faut trouver de l'argent. Donc moi j'ai des capacités d'adaptation quand même si on trouve pas l'argent ou si c'est pas tout à fait si on trouve pas l'actrice idéale, je réadapte quand même beaucoup les projets. Vous avez des questions? Gracias. Voluntariamente estamos hablando de la cocina, de cómo se hacen las producciones y entonces hay que indagarlos en este costado que no está visto, que es lo de atrás, que sabemos. Así que imagino digas, no sé si les interesa, porque estamos acá para eso. Era la idea era la idea de esta charla, ¿no? Porque es algo que con los equipos hemos detectado como que una forma de compartir también como el qué hacer. ¿Hay preguntas de ustedes? ¿No? Yo tengo unas preguntas. Perdón. Después lo traducen, ¿no? Sí. Mi pregunta es, a veces cuando tienen el desafío de ir de poner un título, en vez de que sea narrativo, más conceptual, ¿cómo hacen para llegar de algo que no sea tan narrativo y que no dé un spoiler súper obvio a uno más conceptual? Por ejemplo, yo ahora estoy estudiando y me están poniendo eso de rete, entonces no sé a dónde mirar y no sé a dónde ir. Entonces, como bueno, ¿por dónde me podrían guiar? Esa es la pregunta. Gracias. Trouver le titre de l'œuvre. Ah ouais. Alors ça, c'est vrai, c'est un sujet intéressant parce qu'on a parlé du dossier de présentation du projet, mais c'est vrai que moi, je pars jamais sans un titre. Je trouve toujours mes titres en premier avant d'avoir écrit la moindre ligne. Alors, ce qui n'empêche pas que le titre change parce que je suis un peu... des fois, je me dis, ah non, en fait, c'est tel titre. En général, je reviens toujours au premier titre que j'avais trouvé. Hein, c'est vrai, notamment sur le spectacle sur Mylène Farmer, qui va s'appeler Amadou, parce que ça fait une référence à une chanson Amadou, je peux le dire, etc. J'ai changé, après ça s'appelait Viens ce soir, après ça s'est après Seras-tu là, nanana. Et en fait, je suis revenu au premier titre. Donc moi, je dirais que je crois que c'est très important de trouver un titre, je pense que tout le reste en découle, et qu'on peut en changer en cours de route, mais je suis sûr que vous avez un titre dans votre tête quand vous commencez quelque chose. Là, tout au fond de votre cerveau, et qu'il faut il faut le poser sur le papier, puis vous le mettez dans un coin, et puis vous avez le droit d'en changer, mais je suis sûr que vous reviendrez au premier. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc comme ça, que ça donne vachement un cadre et une couleur. En tout cas, moi, j'agis comme ça. Hola, buenas noches. Yo tengo curiosidad por saber cómo elegiste a tu nueva Marie, ahora que, o sea, ¿cómo fue esa elección, si es que ya la tenés? C'est intéressant qu'on en parle, justement, de cette idée de cuisine. Déjà, tu me manques vachement là depuis 3 semaines. Mais c'est vrai. Non, écoute, ça c'est intéressant qu'on en parle parce que pour l'instant, j'ai décidé de ne pas remplacer Marie. J'ai quelqu'un qui m'accompagne à la production administration, qui s'appelle Émilie, mais on était, il y a encore 2 ans, on était 3. 4, avec la direction artistique, mais 3 à la production de ma compagnie. Et puis après, pour des raisons personnelles, il y a une personne qui est partie. Maëlle Grange nous a rejoint à l'administration du festival.
Et Marie, donc, se concentre sur les activités du festival. Et la France, en ce moment, traverse une période extrêmement tendue, très incertaine, tant au niveau idéologique qu'au niveau financier. Ma compagnie tourne beaucoup moins. J'ai beaucoup moins de dates de tournée qu'il y a 2-3 ans. Tu vois, on pouvait tourner dans les grandes époques à 80 dates, 90 dates. Là, je tourne bien, hein, je ne vais pas me plaindre, mais beaucoup moins. En 5 ans, on est passé de 100 dates à 20 par saison, entre octobre et juin. Et ça s'observe pour toutes les compagnies, en fait. Là, l'année prochaine, j'ai 35 dates, tu vois, de tous les spectacles compris, donc ce qui est bien, hein, mais donc je souhaite, là, justement, profiter, entre guillemets... Non, t'es à 22. Ouais, mais avec la dicto, il y a une quinzaine de dates de la dicto. Non, avec Mylène. On va lui... Oui, ok. Je sais pas, moi. Mais donc, du coup, là, je préfère, en fait, me attendre et voir, et pas endetter ma compagnie avec une nouvelle embauche, en fait. C'est très concret. Donc, il y a Émilie qui a repris l'administration de la compagnie au moment où j'ai pris la direction du festival avec Marie. Donc, Émilie Leloup, elle s'occupe de toute l'administration production. Et pour l'instant, j'avance énormément à tâtons parce qu'il y a une fragilité, parce qu'il y a une incertitude. Donc, pour l'instant, je préfère, et ça, voilà, c'est intéressant aussi qu'on en parle. Surtout qu'on n'est pas d'accord et que c'est intéressant parce que moi, je trouve que c'est une folie. Mais parce qu'en fait... il faut toujours quand même investir sur l'avenir. C'est-à-dire que là, s'il n'y a plus personne qui parle des spectacles de Thomas, qui invite des professionnels au spectacle de Thomas, bon, bah, il y aura quelques copains, mais ça ne va pas continuer longtemps ou ça va encore plus s'amenuiser. Donc voilà, peut-être qu'on en reparle en septembre et que tu auras changé d'avis. Mais pour l'instant, ouais, voilà, on n'est pas d'accord. Moi, j'essaie d'être prudent parce que je ne veux pas embaucher quelqu'un en fait maintenant. Et puis, lui dire en septembre, des eaux, en fait, ça marche pas, quoi. Je sais pas, il y a tellement de nouveau tout ce qu'on vit en France que voilà, je préfère un peu observer. Mais quelles seraient les qualités de cette personne? Ben, en fait, c'est vrai, on en a parlé hier. La qualité de Marie ou Maëlle ou Fanny qui était avec moi, puis d'autres personnes du milieu que je connais, il n'y a pas cette frustration de ne pas être artiste, et parce que j'ai pas réussi à être actrice ou parce que j'ai pas réussi à être metteuse en scène, je fais de la prod parce que je veux quand même rester dans le milieu, quoi. Il y a ce côté quand même, une vraie passion, un vrai amour des artistes, quoi. Et cet accompagnement-là, c'est la base. Et après, les qualités, pour moi, c'est la précision, une certaine élégance aussi vis-à-vis des choses, de laisser les choses se faire. Tu en parlais très bien de ton rapport aux autres professionnels. Chaque relation est unique, donc il n'y a pas de méthode. C'est-à-dire que ça ne marche pas le côté « je recontacte les professionnels tous les 15 jours », par exemple. Ça ne marche pas. Non, un tel, c'est « je sais qu'il aime, il a entendu, il va revenir vers moi tout seul, je le connais ou je le sens ». Telle personne, elle est tête en l'air, on va lui rappeler, mais tranquille. Ou telle personne, je veux absolument qu'elle produise ce spectacle, il faut vraiment que je lui en parle. Voilà. Là, je crois que c'est ça ton truc, non? Enfin, oui, vraiment... c'est du cas par cas, c'est du dosage, c'est de l'humain en fait. Hein. C'est du lien avec les gens et il faut sentir les choses. C'est sûr que... Et là, nous, de l'autre côté, on le sent. Les personnes qui commencent à nous écrire toutes les semaines, malheureusement, ça nous bloque. Ouais, ça fait trop. Et puis, dernier truc quand même, hyper important dans mon cas, l'humour, la détente, pas d'esprit de sérieux. C'est tranquille, même s'il y a des inquiétudes, même s'il y a des doutes, ça va. On est bien, on a une compagnie qui roule. Les projets, ils nous portent. On a une équipe d'acteurs, d'actrices super sympa. Donc c'est ça. Moi, j'aurais dû commencer par ça. Humour, pas d'esprit de sérieux, mais pro. Et maintenant que vous êtes passé à la direction donc, du festival, maintenant que vous êtes de l'autre côté de la barrière, comment, en tant que programmateur, maintenant, comment vous percevez les gens du coup, qui viennent vous présenter des spectacles? Ou est-ce que c'est vous qui plutôt allez vers les gens? Ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je trouve on essaye d'avoir une attention. Alors moi, j'étais déjà je ne l'ai pas dit au début, mais j'étais déjà aussi dans l'équipe du festival Paris l'été.
l'été, je travaillais sur les publics et j'accueillais les professionnels. Donc déjà, je connaissais un petit peu l'autre côté. J'ai toujours trouvé ça intéressant d'avoir les deux casquettes. Mais je trouve ça très beau, le rapport de Thomas. Pour toi, c'est nouveau, pour le coup. C'est déstabilisant, parfois un peu schizophrène. Parfois, je te sens plus... Tu vois, c'est nouveau, quoi. Et je trouve ça très beau parce que tu as un vrai soin, tu as une vraie attention portée aux artistes, puisque tu en es un. Et ça se ressent dans ton écoute, dans tes réponses aux gens, dans le fait que on a cette veille, quoi, tous les deux, à respecter beaucoup, parce que bon, c'est le cas de beaucoup de gens, évidemment, hein, mais pas que. Parfois, on voit des projets, on zappe, on n'est pas toujours élégant. Voilà, c'est l'écueil dans lequel on peut tomber. On voit tellement de choses que... voilà. Ce qu'on se raconte quand même avec Marie depuis qu'on est arrivé en poste, c'est que, comme on vous l'a dit, la situation en France est quand même assez tendue au niveau des services publics en général, et donc du théâtre public et de notre festival. Et quand même, pour tout vous raconter très franchement, on est quand même à la bataille avec nos tutelles de financement, qui sont un petit peu sur le mode « soyez prudents, attention ». Mettez de l'argent de côté, dépensez pas tout, faites une petite édition, on ne sait jamais l'année prochaine. Et nous, en fait, on se dit, mais on ne va pas faire une espèce de réserve d'argent au cas où Poutine nous attaque ou au cas où l'année prochaine, on ne sait pas où on sera. On se dit, l'argent, on l'a, c'est de l'argent public, il faut qu'il ruisselle vers les compagnies, vers les artistes. On peut tous mourir demain, on ne va pas garder ça comme une petite papy, petite mamie en se disant on ne sait jamais. Donc ça, par contre, c'est une bataille qu'on mène depuis septembre pour dire on entend, mais l'argent va aller vers les artistes, on ne va pas le garder parce qu'on ne sait pas quoi. Enfin, voilà, moi je dirais ça. Du coup, oui, très bien. Et je rebondirai en disant aussi qu'on est très attentif à la diffusion des spectacles plus qu'à la création. C'est-à-dire qu'aussi, une fois que tout ce chemin de plusieurs années est fait pour qu'un spectacle sorte, il faut qu'il tourne. Et donc, du coup, notre festival, je pense que ça vient de notre expérience de compagnie, c'est un festival de répertoire, de diffusion de spectacles déjà créés, qu'on remet sur le devant de la scène dans d'autres contextes, d'autres lieux. Et on propose aussi des petites séries que les gens viennent pour plusieurs fois. Et on va mutualiser avec d'autres festivals. Tout ça, c'est des expériences qu'on a de compagnie, je crois. Et on est vachement réactif aussi, je trouve, je ne sais pas pour jeter des fleurs, mais comme on a un gros réseau de lieux de théâtre à Paris, en Ile-de-France, parce qu'on a joué à peu près partout en 20 ans, toi et moi, quand même, à nous deux, on connaît beaucoup de monde, on est en mode prêt, on est en mode système D, vas-y, prête-moi ton cadre, prête-moi ton truc, pour économiser un peu d'argent sur des locations de matériel. On est un peu en système D, alors c'est hyper fatigant, parce que c'est vraiment du coup de fil de la main à la main, mais on essaye vraiment de se reprêter le moindre projo, le moindre truc, quoi, pour éviter de le mettre en loc, de le dépenser en location, pour pouvoir privilégier les sessions des spectacles des artistes, quoi. Enfin, j'espère qu'on va tenir ce truc, c'est important, quoi. Nous, pour tout vous dire aussi, on s'est fait une petite charte quand on a été nommé, genre le lendemain ou le surlendemain de notre nomination, avec tout ce qu'on n'aimerait pas être dans 10 ans. Et donc, voilà, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé pour tout le temps se rappeler de nos enjeux, nos valeurs, quoi. C'est quoi la liste? La liste, c'est, je sais pas, il y a des trucs, répondre aux compagnies. Ne pas annuler un rendez-vous qu'on a calé avec une équipe artistique, genre la veille. Ne pas regarder son téléphone portable pendant les rendez-vous. Moi, j'avais mis un truc, t'étais pas d'accord. Moi, je voulais que, par exemple, je sais pas, on s'engage avec quelqu'un. Et puis, en fait, on peut plus pour X raisons. Ben, moi, j'étais du genre à dire, faut qu'on s'est engagé, tant pis, on se met dans la merde financièrement parce qu'on s'est engagé avec l'artiste, quoi. Enfin voilà, des trucs comme ça, des chartes de bonnes pratiques, un peu de trucs négatifs qu'on a vécu nous en compagnie, qu'on n'aimerait pas répéter, quoi. Enfin voilà. Moi, je me demandais si votre cuisine de compagnie, elle s'appliquait qu'à la France ou est-ce qu'elle se faisait simultanément dans d'autres pays et sinon, comment ça se décline à l'international? J'ai parlé en français. Non, mais j'ai perdu la tête. Je dis, mais pourquoi tu nous traduis tout en espagnol? Pardon, j'ai pas entendu. Pas de souci, je répète.
Est-ce que votre cuisine interne de compagnie, elle se fait que sur le territoire français ou simultanément à l'international? Et sinon, comment ça se décline à l'international de créer et de diffuser les spectacles? La compagnie n'a pas vraiment beaucoup tourné à l'international. C'est encore un tout autre réseau que j'ai moins et qui est plus compliqué. On essaye de le développer. Là, on a eu des petites touches avec certains pays, notamment au Mexique. Mais sinon, on était plutôt sur des pays frontaliers et sur la langue française. Et... Parce que le réseau français, il est quand même assez riche. Donc, du coup, c'est vrai que... Voilà. Non, moi, je n'ai pas trop travaillé le réseau international, pour être honnête. La compagnie, son répertoire a peu tourné à l'international, mais moi j'ai beaucoup créé de spectacles dans des pays étrangers. J'ai travaillé au Japon, j'ai fait un spectacle là-bas, et j'ai notamment beaucoup, tu le sais, travaillé au Brésil. Donc là, par contre, c'était des créations de spectacles au Brésil, dans la réalité brésilienne. J'ai fait peu de spectacles en tournée, quoi. Si, j'ai tourné Tristesse et joie dans la vie des girafes au Brésil, mais sinon c'était vraiment des spectacles faits avec des acteurs et des actrices brésiliennes. J'ai fait 4 mises en scène au Brésil et ça m'a énormément apporté à tous les niveaux, de voir d'autres réalités de production, de voir d'autres acteurs, actrices travailler, et notamment au Brésil, qui a un réseau tellement différent de la France. Mes expériences professionnelles, en fait, je l'ai peut-être pas assez précisé, se sont beaucoup faites au Brésil au tout départ. J'ai fait une mise en scène de copie, comme je le disais, Les 4 jumelles à Paris, qui était mon premier spectacle. Mais j'ai tout de suite été embarqué pour des raisons personnelles dans toute la préparation de l'année thématique. C'était en 2005, Brésil en France. Et j'ai monté un gros festival de dramaturgie brésilienne. J'ai monté un auteur et j'ai fait la réciprocité en 2009 avec l'année de la France au Brésil. Donc mes premières années professionnelles se sont vachement liées à ces saisons thématiques et se sont faites au Brésil. Et ça me permet vachement de relativiser et de voir aussi tout un autre système de production et de diffusion. Et notamment, ce qui m'a beaucoup fasciné au Brésil, je ne sais pas comment c'est ici, parce qu'on vous l'a dit, moi, pour monter un projet, c'est 2-3 ans entre l'idée et la première, pour le financer. Et au Brésil, il y avait cette espèce de spontanéité qui est aussi due à plein de difficultés, qui est due aussi à un manque de financement. Mais jamais aussi, moi j'envie un peu mes collègues artistes qui avaient une idée en mars, qui pouvaient l'aboutir quand même bon an, mal an, à aller en septembre-octobre, quoi. J'exagère un peu, mais pas loin. Et des fois, je trouvais que le système français était un peu lent et un peu long. C'est à cause de nos systèmes de saison, des saisons théâtrales qui commencent en septembre et qui finissent en juin, et qui nous projettent 2-3 ans avant, mais qui sont aussi des nécessités. Et puis les demandes de financement public aussi. Ouais. Il faut vraiment les faire très très en amont avec des timings. On nous demande ce qu'on doit faire en 2027, 2028, 2029 aujourd'hui pour avoir des financements des ministères de l'État. Ça, c'est... avec un addicto, je l'ai un peu fait, comme ça c'est un truc un peu plus spontané, mais ça me manque un peu, cette spontanéité de la création que j'ai trouvée là-bas. Mais le lien à l'international, on le retrouve dans le festival. Voilà. On a une grande programmation internationale, c'est pour ça qu'on est là et ça nous fait un bien fou d'être là, vraiment. D'avoir un autre regard, de voir d'autres fonctionnements, d'autres manières de réagir dans une situation de crise. On voit aussi toute l'énergie créatrice qui est là et c'est très fort pour nous. No, porque quería agradecerle por la generosidad de abrir quizás espacios de la cocina interna, del trabajo del artista y del trabajo de la producción, ¿no? Temas que no se abre tanto a una cuestión pública como es ahora, además están filmados. Y además lo vamos a poder replicar en YouTube, porque son lugares delicados a veces entre la relación del profesional con el artista y entonces me parece muy interesante abrir esta cuestión, que es lo que queríamos hacer. Hay una última pregunta que está vinculada. ¿Vos sí, también? Dos preguntas más y después hablamos, que está vinculado a lo que acaban de decir también. Claro, justo con lo que ustedes decían, ustedes ahora en estos últimos días vieron
estuvieron, bueno, acá participando de eventos, charlas, encuentros, y me preguntaba desde el punto de vista de la producción, entiendo que no pudieron ver muy profundamente lo que sucede, pero por ahí, ¿qué diferencias fundamentales ven entre la producción que ustedes hacen allá y la producción que vieron desde acá, ¿no? Sobre todo relacionado con lo que decía recién Tomás de, no sé, de los tiempos, por ejemplo. No sé acá cuánto llegaron a profundizar, pero creo que el modelo de producción es mucho más espontáneo y rápido. Y bueno, me preguntaba qué habían podido ver o si habían podido ver algo en estos 4 días que pasaron de intercambios. On n'est pas beaucoup rentré dans ces questions de production, mais ça infusait et c'était palpable. Voilà, on a bien compris les difficultés, enfin on a essayé de comprendre les difficultés financières, de soutien financier. Mais moi, ça m'intéresse justement, et ça va être l'objet des 2 prochains jours, de discuter et de trouver comment produire les spectacles avec des nouvelles idées, des nouveaux partenaires. Alors, je sais que financement privé, on en parle beaucoup aussi, et ça résonne beaucoup avec nous, ce qu'on vit en France, parce qu'on commence à être sur cette pente là, où on est au début tout le monde nous dit aller chercher du mécénat, etc. Donc ça résonne beaucoup avec nos questionnements. Mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail de... Moi, c'est une vraie question que je me pose. Comment vous faites ? Non, mais vous avez posé la question. Moi, ce qui m'a vachement touché là depuis une semaine, ce qui nous relie tous entre artistes argentins, artistes français et je pense vraiment artistes du monde entier, c'est la question du temps. Avoir le temps de penser, avoir le temps de répéter, avoir le temps de se tromper. Et j'ai l'impression que c'est la matière la plus concrète pour l'artiste, c'est vraiment le temps. Et que par ces questions financières, par ces questions budgétaires, le temps, je le sens, est de plus en plus réduit pour nous. Plus en plus réduit. On nous demande de plus en plus d'efficacité, de répéter moins. Parce que c'est toujours, en fait, c'est sur le temps qu'on arrive à rogner. Pas sur les salaires, mais sur on travaille moins et ça influence beaucoup nos gestes, et moi je me dis par exemple la folie d'un metteur en scène comme Claude Régis qui répétait concrètement ses spectacles pendant 2 ans, 3 ans. Clairement en France, quelqu'un qui a une esthétique comme Claude Régis ne pourrait plus le faire. Il n'a plus le temps, il n'a plus cet espace, c'est plus possible. Et moi j'ai l'impression que c'est ça qui nous relie tous, artistes de tous les milieux, hein. Cinéma, littérature, théâtre, c'est notre conquête du temps. Muy lindo, gracias. Philippe. Je sais pas, je voulais dire quelque chose, mais c'est faire terminer sur cette note-là, c'est quand même pas mal. Non, c'était juste pour moi, pour dire l'expérience que j'ai eue, la relation que j'ai eue avec la compagnie de Thomas, Marie aussi. C'est vrai que ce luxe-là, il y a une chose qui est super importante dans un binôme dont vous parlez, entre la création et la production, c'est qu'à un moment donné, la production permet à l'artiste de se concentrer sur l'artistique et de laisser tout ce qui est logistique, problématique de calendrier, etc., qui est important. Et j'allais dire, vous fonctionnez comme ça, c'est pas un luxe, mais toutes les compagnies peuvent pas le faire. Et ce qui est important pour les programmateurs d'avoir une équipe comme ça de binôme, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas toujours besoin du coup, quand on voit la complicité qu'il y a entre 2 personnes, de parler directement avec l'artiste. Mais que je sais que si je parle avec Marie, par exemple, ou une personne qui accompagne de très très près le metteur en scène, que c'est exactement la retranscription de ce qui est en train de se passer entre vous deux. Et peut-être que c'est un conseil à donner, même quand on commence le travail, que l'artiste se concentre sur l'artistique, et que même si les moyens sont pas forcément là, qu'il y ait quand même toujours une tentative d'une complicité à trouver avec quelqu'un qui va libérer l'artiste de toutes ces problématiques compliquées, voilà, de montage de tournée, de production, etc. Je sais pas si vous voulez dire un truc là-dessus, mais... C'est surtout en répétition. Quand on est dans la dernière ligne droite d'un spectacle, ou qu'on est vraiment complètement
C'est vraiment les 3 semaines, un mois avant une première, c'est vraiment délirant, surtout sur un spectacle comme TF1 où j'avais une équipe de 20 personnes à gérer, voire plus. C'est vrai que de savoir que il y avait une fenêtre sur le monde extérieur via Marie, c'est super rassurant, quoi. Qu'il y a cette confiance-là aussi dans l'accompagnement parce qu'on est dans des moments complètement ouais, cognitivement, c'est vraiment très étrange de sortir un travail, quoi. Il se passe des trucs dans le cerveau que j'ai pas encore très bien analysé. C'est vrai, je suis plus du tout moi-même. J'ai plus les mêmes habitudes. En plus, en général, quand on en théâtre, on répète dans des théâtres en dehors de chez soi. On n'est pas forcément à la maison, donc ça nous met dans une espèce de bulle un peu étrange. Je veux pas dire qu'on est en train d'embrasser Dieu, enfin, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que entre le stress et faire avancer le projet et la peur, on n'est plus tout à fait les mêmes, quoi. Et c'est vrai que du coup, pour présenter. Oui, non, mais c'est sûr. Sauf que comment on fait quand on n'a pas les moyens d'avoir cette personne? C'est vraiment tout le problème. C'est que il y a finalement de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier parce que c'est dur. Et il y a moins en moins d'argent pour financer ces postes, même en France. Et ici, je me dis, moi, je vais continuer une activité de conseil en diffusion, en production. Et mon objectif, quand je rencontre des artistes en France, etc., c'est de leur dire, en fait, comment moi, je peux tout ce que je suis en train de dire, ce que je dis à Thomas, comment ne pas prendre les choses pour soi, comment continuer, ne pas lâcher, avoir un rapport au temps particulier, etc. Comment leur transmettre ces choses-là pour que les artistes puissent quand même seuls arriver à se vendre et c'est le truc le plus compliqué. Et ça me questionne beaucoup parce qu'en fait c'est pas votre métier. Enfin, vous n'avez pas à faire ça. Mais comment faire? Enfin, parce que quelles sont les clés qui pourraient débloquer chez vous le fait que voilà, rien n'est. C'est des questions d'ego, c'est des questions. Mais je te rejoins, Philippe. Mais bon, c'est comment faire? Enfin, on va pas finir là-dessus. En tout cas, on est à votre disposition s'il y a des questions. On est là encore. On va rencontrer différentes équipes artistiques. Certaines sont là ce soir. On va échanger sur ces questions justement pour essayer de réfléchir à toutes ces choses. Et on est là si vous voulez discuter. Merci. Ouais, merci beaucoup à vous deux. Oui. Marie et Thomas restent à Buenos Aires jusqu'à vendredi pour accompagner 7 projets de Orillas Nuevas dans les sessions de mentorat. Et merci beaucoup, en tout cas, à nouveau, de votre ouverture, générosité envers nous et la scène locale. Merci. Merci à vous d'être venus.